Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes le directeur opinion et stratégie de l'IFOP, de cette grande maison de sondage. Et vous publiez un livre passionnant, Le Nouveau Clivage, c'est aux éditions du CERF. C'est une étude et donc une façon de caractériser le vote Front National. Vous vous appuyez sur les résultats du premier et deuxième tour de l'élection présidentielle il y a un an, et vous faites une comparaison qui est extraordinairement éclairante avec l'élection de Trump, avec le Brexit et avec l'élection présidentielle qui a eu lieu en Autriche à peu près à la même époque. Est-ce qu'il y a un électeur type du Front National ? Alors, il n'y a pas un électeur type du Front National, il y a en revanche un certain nombre de caractéristiques qui les rassemblent. On voit que Marine Le Pen fait des scores d'autant plus élevés que les électeurs vont être peu diplômés. On voit en corrélation avec ceci un survote frontiste important dans les catégories employés et ouvriers. Ça, c'est pour la sociologie. Mais on a des populations qui sont quand même démographiquement assez différentes entre, on caricature, le commerçant, l'artisan du midi de la France, oui, et puis l'ouvrier l'ancien bassin du Pas-de-Calais, avec une constante, un ciment qui les unit tous, c'est le rapport à l'immigration, qui est quand même le lien fondamental qui fait que... Qui traverse toutes ces éventuelles différences. Voilà. On va les reprendre, si vous voulez bien, j'allais dire une à une, et constater avec vous que le vote Marine Le Pen est exactement l'inverse, le miroir du vote Emmanuel Macron. Le vote Marine Le Pen est un vote qui est d'autant plus fort qu'il est loin du centre urbain. Donc il y a un élément géographique très important. Comment est-ce que vous l'avez constaté ? Alors ça, on le mesure très, très clairement quand on calcule des moyennes de score en fonction de la distance qui sépare les communes en question avec les grands centres urbains, les grandes métropoles, comme on dit, les plus proches. Et donc on a une espèce de courbe en cloche, avec un vote FN qui part de très bas dans le cœur au centre-ville. Et par exemple, de façon spectaculaire à Paris, voilà, où c'est son plus mauvais score. Oui, on rappelle, Paris, c'est moins de 5% pour le Front National au premier tour, pour une moyenne nationale de 21,5%. Donc voilà. Et au deuxième tour, Marine Le Pen tangente les 10% à Paris, alors qu'elle est à 35% au niveau national. Et puis, en tendance, plus on s'éloigne, plus le vote FN augmente, jusqu'à atteindre un pic, si vous voulez, dans une zone de 30 à 50 km des grandes métropoles. Alors c'est le cas pour Paris, mais aussi ailleurs, et puis après de redescendre un petit peu. Et c'est vrai aussi, ce phénomène, ce lien géographique qui est corrélé au vote frontiste ou au vote Macron, c'est vrai aussi de l'éloignement des gares. Alors c'est vrai de l'éloignement des gares en Ile-de-France, parce qu'au niveau, là il y a un débat actuellement sur la réforme de la SNCF et les fameuses petites lignes qui seraient... En tout cas en Ile-de-France, plus on est loin d'une gare RER... Alors voilà, quand on est en grande banlieue, plus on est loin d'une gare RER. Et donc du coup, ce que ça suggère, ce vote en fonction de la distance au centre urbain et en Ile-de-France, à la facilité d'accès au centre, c'est un effet de relégation quelque part. Tout ça aussi corrélé, on le montre dans l'ouvrage, en région parisienne comme ailleurs, avec le prix du mètre carré. La montée des prix de l'immobilier chasse certaines catégories populaires des centres-villes, les éloigne des lieux de connexion, des gares en particulier. Voilà. Et donc on se sent davantage relégué, ce qu'on appelle la relégation subie. On a aussi une forme de relégation choisie. C'est par exemple tout le cas de ces populations modestes, non issus de l'immigration, qui ont quitté progressivement. Ce que les anglo-saxons appellent les petits blancs, qui n'a pas du tout l'aspect péjoratif qu'on a en France. Et qui sont partis des quartiers de grands ensembles pour fuir la mixité culturelle ou ethnoculturelle et les problèmes d'insécurité, et qui se sont installés également dans un parcours résidentiel, dans des lotissements en Seine-et-Marne ou dans l'Oise, par exemple. Je faisais référence aux anglo-saxons, parce que ce que vous avez constaté en France, ce que vous mesurez, là, c'est pas juste des projections ou des sondages, c'est une mesure précise. Ou sur des résultats réels. Résultats des élections, des deux tours des élections. Ce que vous avez constaté en France se voit de la même manière aux États-Unis et en Angleterre. Et c'est très spectaculaire. On a les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Voilà. Alors, la thèse qu'on défend, c'est que le clivage gauche-droite n'est pas forcément dépassé et mort, mais qu'il y en a un autre, on pourrait qualifier rapidement d'ouvert-fermé, qui tend à supplanter l'ancien clivage, et que quelque part, la présidentielle aux États-Unis avec l'élection de Trump, la victoire du Brexit en Grande-Bretagne et puis les scores importants de Marine Le Pen, ce ne serait que, entre guillemets, une mise en conformité du paysage électoral avec la réalité économique et sociologique nouvelle des sociétés occidentales
qui ont été plongés dans le bain de la globalisation depuis une trentaine d'années. Ça produit des effets de métropolisation, des effets de segmentation de la population en fonction de leur employabilité, avec une variable clé qui est le niveau de diplôme. Et tout ça, petit à petit, se retrouve électoralement. Alors je le redis, chaque fois qu'on voit le vote FN en miroir, on voit ce qu'est le vote Macron, c'est exactement l'inverse du vote FN. Ce qui est très important et ce qui probablement structurera le débat politique pendant encore des années, c'est que le vote ouvrier n'est plus un vote de gauche, en tout cas n'est plus majoritairement un vote de gauche. La gauche a perdu le vote ouvrier et c'est un vote qui devient un vote Le Pen. Voilà, alors il y a toujours des débats et c'est un sujet éminemment sensible et symbolique. On rappelle que les ouvriers s'abstiennent plus que la moyenne, mais parmi ceux qui vont voter, Marine Le Pen est arrivée largement en tête, aux alentours de 40%. Donc elle n'est pas majoritaire absolue, même mais elle est surreprésentée. Elle est très largement surreprésentée. Et Jean-Luc Mélenchon, qui fait des bons scores aussi dans cet électorat, est à 25%. Et ce qu'on voit quand on rentre davantage dans le détail, c'est que ces votes au sein de la population ouvrière ne se distribuent pas sur les deux flancs les plus radicaux de l'échiquier politique de manière complètement aléatoire. On a une nouvelle ligne de clivage au sein de cette France du travail, cette France ouvrière, qui est le lien avec l'immigration. C'est-à-dire, pour faire simple, l'électorat ouvrier qui a une ascendance étrangère non européenne à avoir assez fortement tendance à voter pour Jean-Luc Mélenchon. On voit ses scores à Marseille, on voit ses scores dans le 93, par exemple. Tandis que l'électorat ouvrier non issu de l'immigration ou issu d'une immigration plus ancienne et européenne, il vote Le Pen. Il vote très fortement Le Pen. Très fortement Le Pen, oui. Et donc cette ligne-là, on va la retrouver, elle est tout à fait structurante. C'est ce qui explique aussi peut-être, même si Jean-Luc Mélenchon a mis de l'eau dans son vin de ce point de vue-là, que le discours internationaliste du Front de gauche puis de la France insoumise peine à séduire davantage dans les milieux populaires parce qu'il n'y a pas la prise en compte de cette fracture. De cette donnée immigration. Oui, tout à fait. Qui est le lien, vous l'avez dit, du vote Le Pen. Ce qu'on comprend aussi dans votre livre, et là encore une fois ces chiffres à l'appui, c'est que ce qui rapproche Marine Le Pen et Donald Trump a été géré par Donald Trump. Je veux dire, il a écrit sa stratégie, ses communicants et ceux qui ont fait sa campagne ont écrit cette stratégie qui était de s'adresser aux ouvriers, à ce qu'on appelle la Rusted Belt, la ceinture rouillée, toute cette frange de l'Amérique industrielle qui est menacée par la mondialisation, par l'ouverture, disons, des frontières. Cette stratégie, elle a été pensée aux États-Unis. Est-ce qu'elle l'a été aussi en France, à votre avis ? Je pense qu'elle a été pas forcément aussi fortement théorisée, mais le Front National avait une conception assez empirique des choses, puisque contrairement à Donald Trump, qui est un petit peu un nouveau venu sur la scène Marine politique. Le Pen était élue locale. Elle était élue locale, elle avait touché du doigt ce qui se passait notamment dans le bassin minier du Pas-de-Calais et à Nain-Beaumont. Et puis, ce nouveau clivage dont on parle, là, qui s'est révélé spectaculairement au deuxième tour de la présidentielle, avait déjà fait son apparition en France lors du référendum sur Maastricht en 92 et en 2005. Et en 2005, cette victoire du non a très fortement marqué Marine Le Pen et son entourage qui, depuis, n'ont de cesse d'essayer de rassembler cette France du non, ce qui n'est pas évident parce que le clivage gauche-droite n'a pas dit son dernier mot. Il y a aussi des gens qui sont du non de gauche et qui ont du mal à voter pour Marine Le Pen. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a sans doute une erreur de stratégie. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle, Marine Le Pen s'est essentiellement tournée vers l'électorat de Mélenchon plus que vers l'électorat de Fillon, dont pourtant davantage d'électeurs ont voté pour elle au deuxième tour. Donc elle s'est trompée de stratégie entre les deux tours. Tout à fait. Ça n'est pas sa seule erreur, si on se souvient bien ce qui s'est passé il y a un an. Le nouveau clivage, ce clivage qui traverse beaucoup de pays, dont la France, qui remet en question l'affrontement gauche-droite et qui explique en tout cas ce qui s'est produit et qui doit être une clé de lecture pour tous ceux qui veulent comprendre la politique et a fortiori en faire. Le nouveau clivage, Jérôme Fourquet, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous.